Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui en direct dans la tournée Spark 360. J'espère que vous avez passé une belle semaine, vendredi déjà. Semaine passe vite, on enchaîne les interviews, les directs aussi, avec des personnes incroyables. Vraiment, hier on a eu deux personnes exceptionnelles. Aujourd'hui en direct les amis dans la tournée Spark 360, on va être en direct avec Grégory Mallet qui est un athlète exceptionnel, vraiment médaillé olympique, champion d'Europe, champion du monde. Enfin bref, une histoire extraordinaire et je suis vraiment ravi d'être avec lui aujourd'hui. Bienvenue à vous les amis, si vous connectez entre midi et deux. Alors Grégory, je vais voir pour l'invitation. Donc, alors, on est en train de se connecter. Est-ce que j'ai reçu un petit truc? Donc ça fonctionne. On est quoi? On est en Wi-Fi là, c'est bon. Alors, normalement, j'ai pas d'invitation. Salut, Ça va? salut Grégory. Ça Comment va? nickel. Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends bien. Ouais. Je t'entends. Super. Alors attends, je vais juste monter un peu le son pour moi. Nickel. Mais Grégory, tout d'abord, je vais te dire un grand merci à toi d'avoir accepté cette petite invitation et Ouais. très heureux de faire ta connaissance et de te découvrir aussi. Bon, même si je connais un peu ton parcours, mais vraiment ravi que tu aies accepté de nous partager un petit peu ton histoire et ton parcours de sportif qui est vraiment incroyable. Ben, je te remercie. C'est très gentil de me faire participer à ton live. Je t'avoue que quand on s'est contacté il y a quelques semaines, voilà, j'ai découvert un petit peu ce que tu faisais sur Insta, les interviews et un petit peu aussi ton parcours à toi. Donc c'est cool de pouvoir échanger. Et puis j'espère qu'on va passer un bon moment et que je vais pouvoir apporter peut-être un peu plus d'éclaircissement sur mon parcours et sur les questions que tu vas me poser. Merci beaucoup. Très heureux en tout cas d'être ensemble aujourd'hui. Et bienvenue à tous les amis qui se connectent maintenant et les personnes peut-être qui regarderont un peu plus tard en replay. Donc, Grégory, première question que je te posais, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui tout simplement qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui, donc je suis préparateur mental depuis 2 ans. Je me suis formé là sur des méthodes type PNL, donc programmation neurolinguistique, ainsi que sur l'hypnose ericksonienne. Et c'est les outils que j'utilise aujourd'hui pour travailler en préparation mentale avec des athlètes, des sportifs professionnels ou pas, qui sont en devenir, qui sont aussi des jeunes sportifs. J'ai aussi des gens avec qui je travaille qui sont pas du monde du sport, mais qui ont tout autant d'objectifs importants pour eux à atteindre. Donc, j'essaye de les accompagner du mieux que possible avec, on va dire, cette transversalité que je peux avoir entre mon vécu de sportif, Hmm. la création de vrais objectifs cohérents par rapport à chacun afin de pouvoir les atteindre du mieux possible en étant le plus épanoui possible, puisque je reste persuadé que la performance vient par le bien-être. Hmm. Et donc voilà. Félicitations à toi déjà pour tout ça et pour toutes les personnes que tu accompagnes. Je pense que l'accompagnement, c'est vraiment une richesse. Si on fait ça, c'est pas pour rien. Ça va au-delà de la rémunération, ça va au-delà de tout ça. C'est le fait d'aider quelqu'un. Tu le sais, toi, pendant des années aussi, tu as eu des entraîneurs, des coachs et tu sais tout ce que ça amène. C'est extraordinaire. Oui, puis Et ouais. j'ai eu mon préparateur mental pendant une dizaine d'années quand je nageais au Cercle des nageurs de Marseille, avec qui d'ailleurs je travaille maintenant en collaboration. Et c'est ça qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est de réutiliser un petit peu les méthodes que moi j'ai eues sur moi et qui m'ont permis de pouvoir être épanoui en tant qu'homme avant d'être épanoui en tant que sportif et de pouvoir mieux appréhender aussi la suite en après-carrière. Euh, et je trouve que voilà, c'est comme tu dis, c'est des choses qui de plus en plus, mais encore pas assez à mon goût, se démocratisent l'accompagnement en préparation mentale, qui a toujours une petite connotation un peu négative, mais ça va. On arrive maintenant dans une ère où ça commence à se démocratiser un peu plus. Hmm. Ah, où ça commence à devenir normal, notamment en France. C'est vrai qu'on se dit la performance, souvent on a ce truc dans la tête que c'est que sportive. Il faut s'entraîner toujours plus, toujours plus. Oui, il faut s'entraîner intelligemment, mais s'entraîner, c'est aussi, ça part de là. Et je t'apprends rien. Et surtout, un sport de haut niveau, c'est aller chercher toujours des millimètres. Ces millimètres ils commencent à se gagner dans la tête. Et tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est notamment le bien-être.
Et on y reviendra parce que c'est vrai que moi-même en tant que sportif, toi aussi, et tous les gens que j'ai pu interviewer, je te dis à un moment donné, quand il y a un niveau, il y a toujours un peu un décrochage où il y a une telle pression extérieure aussi, ou même intérieure consommée, qui fait qu'on peut perdre ça, Ouais. qu'on Alors, peut perdre ce plaisir. Ouais. et puis on a aussi de plus en plus par rapport à la génération dans laquelle on vit, un regard extérieur qui est accentué bah, par les réseaux, hein, par tout ce regard extérieur, tout ce jugement extérieur. Et je pense que on est plein à se perdre entre ce qui est bon pour nous ou ce qui est bon par rapport au regard extérieur. Et ça joue sur la performance, ça joue sur le bien-être, ça joue sur la stabilité aussi émotionnelle. Donc tout ça, c'est bien de pouvoir recalibrer, recaler un petit peu les choses qui sont importantes pour nous en tant qu'être humain, avec nos Mm. propres valeurs, hein, mais, euh, mais qui sont importantes pour nous afin de pouvoir être épanouis, surtout dans une époque comme aujourd'hui, où on sait que c'est un peu compliqué. Ouais, c'est super intéressant ce que tu as partagé. On va y revenir sur tout ça, sur tous ces points justement qui, selon toi, qu'est-ce que la performance, comment on y vient pour aller à l'essentiel. Parce que moi, j'aime bien travailler aussi sur l'essentiel, sur des choses simples qu'on peut appliquer pour soi, pour aller droit au but. Et avant d'en venir là, est-ce que tu veux nous partager un peu ton parcours, c'est-à-dire comment t'es venu, comment t'en es arrivé là, quand tu étais plus jeune, comment tu as commencé? Est-ce que pour toi c'était une évidence ce sport ou est-ce que tu as essayé plusieurs choses? Comment ça s'est passé un petit peu? Alors, c'était pas une évidence. Alors, faut savoir que moi, j'ai grandi dans les Dom-Tom, donc j'ai grandi en Guyane française de l'âge de 3 ans à 2 ans et demi, 3 ans à l'âge de 11 ans. Et de l'âge de 11 ans à l'âge de 15 16 ans, j'étais en Martinique. Donc j'ai vraiment eu une enfance, une adolescence, je considère idyllique en fonction Au de l'endroit. soleil. De ce fait, mes parents à l'époque voulaient me mettre à une activité sportive, mais surtout avoir un côté sécuritaire et entouré d'eau. Il était important que je puisse savoir nager à cette époque-là. On allait souvent en Guyane se baigner dans des fleuves et tout, et c'était voilà, si on devait échapper aux caïmans, il fallait quand même savoir nager. Voilà, de là est parti je vais dire l'amour de ce sport, la natation, mais un petit peu par défaut, puisque je me suis retrouvé à pas du tout être terrestre dans le sport. J'étais pas très bon avec les sports de ballon, pas très mobile, pas très coordonné sur terre, et par contre très à l'aise dans l'eau. Donc, du coup, ben, à l'époque, ça, c'était presque comme une évidence. Et mes camarades d'école, comme c'était un petit peu au cosmos, trouvé à l'école et aussi à la... Donc, ça, depuis, j'ai adhéré. Et puis, forcément, quand ça fonctionne, quand on est gamin, on commence à rêver un peu plus tard à l'adolescence à des résultats un petit peu plus grands et à des objectifs un petit peu plus conséquents. Donc, c'est de là qu'est partie mon envie de faire du haut niveau. Et j'ai mis en œuvre ce qu'il fallait pour pouvoir y arriver avec l'accompagnement, bien sûr, de la famille. Mais en rentrant des Antilles, euh, on est arrivé en Normandie. Donc, il y a eu déjà, au-delà du choc thermique, un choc culturel qui a été présent puisque bah, j'avais jamais vécu en métropole. Ça a dû être assez difficile de s'y adapter. À cet âge-là, les ados sont pas forcément hyper sympas entre eux, donc j'ai dû faire face à des choses, en tout cas à l'école, un petit peu compliquées. Et je pense que chez moi, limitant en termes de confiance en moi. Et heureusement qu'il y avait le qui était là pour pouvoir équilibrer tout ça. Et finalement, bah, le sport m'a permis de pouvoir m'épanouir et de m'exprimer et de Mm. pouvoir atteindre des ambitions et des objectifs hauts. Puisque je visais déjà en 2004, à l'époque j'avais 20 ans, essayer de me qualifier pour les Jeux de Athènes en 2004. J'ai pas réalisé, mais voilà, c'est venu 4 ans après pour les Jeux de Pékin en 2008. Et il y a eu cette construction du haut niveau qui a fait qu'au fur et à mesure de ma carrière, j'ai appris plein de choses, j'ai voyagé, j'ai rencontré plein de gens. Et c'est ce qui a fait, je pense, l'homme que je suis aujourd'hui. Quelqu'un d'assez épanoui finalement, pas sans embûches, une vie forcément avec des moments difficiles,
mais une vie hyper remplie avec la sensation Hmm. de pouvoir, de presque vivre une deuxième vie actuellement, tu vois, où depuis que je suis retraité des bassins et que je me retrouve à travailler toujours dans le sport, ou en tout cas dans des objectifs élevés, me retrouver à être utile, mais à autre chose. Et ça, c'est cool. Ah, c'est très intéressant. Merci à toi, Grégory, pour ce que tu as partagé. Et je vais revenir sur ton parcours et tout ce que tu as dit parce qu'il y a des points pour moi clés. Et la première chose, comme tu dis au début, ben, tu habites dans les dom-toms. Donc tu sens que tu es beaucoup plus à l'aise dans l'eau, tu prends du plaisir. Et ça, je pense, c'est un premier élément très important, le plaisir dans ce que l'on fait quand on est jeune. Et puis à un moment donné, comme tu dis, tu rentres en Normandie. Ouais, Et là, quelque part, donc tu continues la natation. J'imagine que tu es dans un club. ouais, à ce moment-là, oui. Voilà, ouais, t'es dans un club. Et ce que tu dis, c'est que quelque part dans ton adolescence, comme beaucoup d'ados, notamment dans beaucoup d'établissements ou quoi, il y a des critiques, il y a des moqueries, ou il y a des injustices, ou bref, il y a des choses qui se passent pas très bien. Et quelque part, ces moments-là, c'est comme tu dis, tu as pris ça, t'en as fait une force, ça, tu as utilisé le sport pour pouvoir t'exprimer, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que euh, alors j'avais ce côté. Je suis pas quelqu'un de revanchard. J'ai pas du tout cette attitude-là. Mais c'est vrai que j'avais à cœur de pouvoir. Tu sais, on a foncièrement, on a l'impression de connaître ses valeurs et de savoir ce qu'on vaut, mais qu'on est parasité par un monde extérieur qui nous empêche d'exprimer ce qu'on a envie. Et tu le comprends, moi je l'ai compris plus tard, mais on met sur les épaules du monde extérieur la non-possibilité de pouvoir s'exprimer. Et alors que finalement, si on commence à faire abstraction de ce qui se passe autour de nous et qu'on se focalise sur ce qu'on a vraiment envie de faire et ce qui est bon pour nous, on devient un petit peu plus productif pour notre équilibre et pour notre bien-être. Donc ça, forcément, moi je l'ai compris, on va dire, plus tardivement. Mais quand tu es ado et que tu as envie d'exister dans la société et que tu es, on va dire, même pas partagé, mais tiraillé entre vouloir être différent tout en restant dans le moule, c'est quand même un paradoxe hyper bizarre à gérer, quoi. Donc, le sport était pour moi une manière de pas trop me faire remarquer, mais avoir quand même la sensation de faire quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'était un moyen pour moi d'exister, pas forcément aux yeux des gens à l'extérieur, mais de me valoriser par rapport à qui j'étais. Très intéressant. Je me retrouve énormément dans ton parcours aussi. C'est pour ça aussi que Ah, on n'est pas unique c'est là-dedans. exactement. Je pense que le sport, il y a chacun. Et j'aime bien dire cette phrase, c'est que la vie d'un homme, c'est un peu la vie de tous les hommes, parce que même si on grandit à différents endroits sur Terre, qu'on a des expériences différentes, tôt ou tard, on vit des situations similaires en fait. C'est pour ça que c'est très Mm. très intéressant. Et comme tu dis, à un moment donné, ben, le sport aussi, ce que ça t'a permis de s'exprimer, de t'exprimer. Et c'est vrai que ce sentiment-là, il est très libérateur. Ouais. Et personnellement, pour la construction, notamment quand on est jeune ou pas, ben, ça permet d'avancer, d'avoir un second souffle. Et justement, qu'est-ce que à ce moment-là, le sport t'amène? Quand tu es ado, est-ce que tu te dis, moi, j'ai envie d'être un champion, j'ai envie d'être le meilleur? Est-ce que pour toi, c'est déjà clair? Ou est-ce que toi, c'est une façon de te libérer, de donner le meilleur de toi-même? Je te dis, ben, on verra, je sais pas. En fait, c'était une phase. En fait, ça s'est fait presque d'année en année. Je réinventais un petit peu mes objectifs et mes ambitions. Je peux pas parler du sport sans parler des rencontres que j'ai faites dans ma carrière. Tu vois, concrètement, je vois qu'il y a Dorian qui est connecté, qui m'a posé une question. Pourquoi on t'appelle Greg la Bête? C'est mon surnom depuis des années. Dorian a fait partie, comme beaucoup, hein, comme des gens comme Camille Lacour, Florent Manodou, Fabien Gillot, Frédéric Bousquet, William Ménard, on pourrait tous citer. Ils ont fait partie des gens qui ont contribué à mon épanouissement et à ma réussite. Et le staff, hein, bien sûr, puisque quand je suis arrivé au Cercle des nageurs de Marseille, j'avais 22 ans. Et c'est là que j'ai fait mes 3 Olympiades avec ce club-là. Et j'ai vécu mes meilleures expériences humaines et sportives. Et de là, en fait, tu te rends compte que finalement, le sport, c'est bien, mais ce que tu retires comme expérience humaine, Hmm. parce que euh, ça s'éteint jamais. Tu as les médailles, tu as les résultats,
Et aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est pouvoir appeler les copains avec qui j'ai partagé ces moments-là et de se dire, tiens, on a vraiment vécu des choses exceptionnelles et c'est super. Et il y a qu'avec ces gens-là que tu peux le partager, tu vois. Et donc, à un moment donné, individuel ou par équipe, si tu ne partages pas tes réussites, tes tristesses, tes défaites, tes joies, tes peines, en fait, ça n'a pas de sens. Donc, moi, tu vois, j'ai été un nageur qui a cherché à parfaire en individuel parce que mon niveau me permettait de pouvoir rentrer dans les relais et donc d'être tout le temps dans un domaine d'équipe, dans un sport individuel. J'ai énormément perfait grâce au relais et donc ça veut dire que j'avais un rôle pour cette équipe et je cherchais à garder ce rôle. Après, Hmm. j'ai une génération où la natation était vraiment très haute en termes de niveau et ça a été aussi une chance puisque ça nous a permis d'avoir des résultats exceptionnels. Et ce qui est incroyable maintenant aujourd'hui, c'est de se dire que après une dizaine d'années, par exemple, enfin, il y a 10 ans, c'était ma dernière médaille olympique à Londres. Quand je vois le temps passe et je me dis finalement, c'est encore très frais, quoi, dans ma tête. C'est encore très frais. Il y a encore beaucoup de choses que je parle comme si c'était hier et j'ai envie aujourd'hui de pas oublier ça. Quand je regarde les médailles chez moi ou quand elles sont dans leur boîte et que je les sors pour pouvoir en fait, je me dis, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est tout ce qui a été fait en amont et tous les gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai partagé de mon club, mes amis et c'est ça qui a construit la personne que je suis aujourd'hui, en fait. Hmm. Magnifique, magnifique ce que tu partages. Je te rejoins à 200% dans Dans le le sens bah, que tu peux vivre ce côté collectif encore plus, je pense. exact, exactement. Et moi, comme je dis de temps en temps, mais c'est vrai que moi, tout petit, j'ai fait pas mal de sport aussi. Je commençais vers 5 ans, du rugby, après du judo, du karaté, un peu d'athlétisme. Mais j'étais un garçon un peu peureux, tu vois. Et puis c'est un jour où il y a eu un choc pour moi dans ma famille. J'étais au divorce de mes parents. Je me suis dit, je vais me mettre à fond au rugby. J'étais tout maigre et ça m'a permis de m'exprimer. Après, de pouvoir jouer pendant plus de 15 ans à haut niveau, me faire plaisir, etc. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est toutes ces rencontres. On a tous, à un moment donné, des coachs, des gens qui t'ont dit certaines choses. Moi, j'ai des phrases, je me rappelle il y a 12 ans que t'es là, on te remet les maillots, c'est toi qui fais l'équipe. Enfin, c'est des choses, ça n'a pas de prix, en fait. Tu vois, ça vaut plus que pour moi, qu'une rémunération, qu'être champion de France ou machin. C'est super. C'est bien, tu vois. C'est cool. Mais ces moments-là, tu sais que c'est des moments qui t'ont construit, en fait. Des rencontres qui t'ont construit, des choses qui t'ont fait passer vraiment un cap dans ta vie. Comme Mhm. tu disais par rapport à toutes ces personnes que tu as rencontrées aussi. C'est ça. Et qu'est-ce qui a fait pour toi, Greg, concrètement que parce que bon, ben c'est comme tout, hein, des sportifs, des nageurs ou des rugbyman, il y en a plein, il y en a beaucoup, il y a plein de gens qui sont compétents, etc. Qu'est-ce qui fait que pour toi quelque part ça a marché? Si tu devais donner deux ou trois choses deux trois éléments peut-être que selon toi aujourd'hui avec le recul, qu'est-ce qui fait que ça t'a permis d'avoir ce niveau de performance, cette carrière, de pouvoir continuer à te développer. Je pense que depuis tout petit, j'étais assez perfectionniste. Je considère pas que j'avais un talent de sport. Je me considère pas quelqu'un de talentueux du tout. Je pense que le vrai talent, c'est quand on arrive à exploiter le potentiel qu'on a au maximum. Et moi, j'ai été très perfectionniste dès le plus jeune âge. J'ai eu des entraîneurs qui ont passé énormément de temps avec moi sur de la technique. Et en fait, qu'on façonnait un moule Hmm. qualité. Et après, on a mis du remplissage dedans. Si tu veux, j'ai jamais été précoce. Moi, j'ai plutôt été dans la norme ou même un peu en retard par rapport aux performances. C'est aussi pour ça que j'ai fait une carrière qui a duré, je pense, jusqu'à l'âge de 32 ans, mes derniers Jeux Olympiques. Pour un nageur, ça reste assez vieux. Et donc, j'ai jamais été précoce dans la performance. Par contre, j'ai toujours cherché à comprendre comment faire pour progresser. Et je suis quelqu'un qui adorait la qualité de travail. Hmm. J'adorais en fait me prendre du temps sur la technique, j'adorais prendre du temps sur la manière de faire. Pour moi, je nageais vite quand je nageais bien. Et voilà, c'était ma façon de voir les choses. Je crois, et puis je sais pas, je croyais en moi de façon à ce que tant que t'as pas exploité vraiment ton potentiel, tu le sens à l'intérieur. Il y a un truc que tu sens où tu te dis, bon, écoute, là, il me reste des trucs à faire. Je sens que j'ai pas exploité tout. Et à l'inverse, tu vois, quand j'avais 32 ans et que j'ai souhaité arrêter,
je me suis dit, écoute, là, t'en as marre, en fait. Il faut que tu fasses autre chose parce que t'as plus l'envie, t'as plus le goût, t'as plus la passion de ce sport. Donc, je me suis écouté. Je me suis écouté par rapport à mes besoins. Et puis je crois aussi que les gens encore une fois, qui étaient autour de moi, m'ont permis de croire en des rêves assez élevés. Tu sais, quand tu côtoies au quotidien des gens qui sont Mhm. le monde, en fait, tu te prends au jeu. Et tu te dis, Tout à bah, fait. la vague des meilleurs, en fait. Et quand tu es en haut, t'as pas envie de descendre. Donc ça, Mhm. Ah, c'est super intéressant ce que tu partages, notamment le pouvoir de l'entourage, ce que bah ça ouais, peut procurer. Parce que tu le sais, hein, toi aussi pendant des années, tu étais avec des meilleurs. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime beaucoup et c'est ce que j'aime comparer aussi dans l'entrepreneuriat, faire le parallèle. Mais quand tu es avec des personnes qui ont ce même état d'esprit, cette même envie d'avancer, cette belle énergie, tu le sais, le phénomène de groupe, ce qui se passe, c'est extraordinaire. ça porte. Concrètement, tu peux pas te mentir. Tu te dis, si je n'avais pas été avec ce groupe-là, avec ces personnes-là, à se tirer, à se motiver vers l'avant, on sait tous que quand on est seul, on va faire moins. Même si tu es motivé, tu vas faire moins. Mais quand tu es ensemble, il y a des choses exceptionnelles qui se passent. Bien sûr, tu vois, typiquement, aujourd'hui, donc, je suis plus au Cercle des Nageurs de Marseille depuis 2016-2017. Je suis parti dans d'autres choses. J'ai renagé un petit peu l'année dernière. Et j'ai renagé dans un club qui a été créé il y a un an et demi, qui s'appelle Étoile 92. Un club qui a pour vocation d'avoir un double, triple projet, c'est-à-dire accompagner des nageurs à faire du haut niveau, avec un vrai accompagnement au niveau scolaire et une vraie possibilité d'insertion après professionnelle. Donc, c'est un projet que je porte avec Jérémy Stravus, qui est l'un des plus gros palmarès de la natation française, et Camille Lacour et tout un staff autour avec Olivier Sangaria, l'entraîneur, et puis tout un staff autour qui est présent sur Paris, à Nanterre. Et en fait, je vais même citer le président, Étienne Passani, qui est en fait, ce club, il est parti de la folie d'Étienne, en fait, le président. Et je pense qu'heureusement qu'il y a des gens comme ça qui Hmm. arrivent qui arrivent à faire croire que c'est en étant un petit peu fou qu'on peut faire les choses les plus folles, tu vois. Et ce projet-là, il a pris le jour en plein Covid. C'est-à-dire que tu t'imagines que tu lances un nouveau projet, un nouveau club. Faut que tu trouves des subventions. Faut que tu fasses croire aux gens que c'est le bon endroit pour perfer. Alors que tu es dans un environnement où le Covid vient te mettre des bâtons dans les roues tout le temps, quoi. Et là, on a commencé avec une petite équipe de 7-8 nageurs. Et puis là, on a une vingtaine de nageurs. Et on se retrouve à avoir un club vraiment fort, avec une équipe vraiment forte et des jeunes qui ont des ambitions élevées. Et j'essaye avec Camille et Jérémy d'amener toute cette dimension collective. En tout cas, moi, maintenant, je m'occupe de leur, entre guillemets, leur préparation mentale, je les suis. Mais je t'avoue que je prends plaisir à être avec eux au bord du bassin. Là, tu vois, il y a Hmm. de natation à Limoges en avril. J'ai hâte d'y être, plus pour nager, mais pour amener l'énergie nécessaire d'un collectif pour qu'il soit performant. Et donc, en fait, je reste toujours baigné dans la natation, d'une autre position, d'un autre côté, mais c'est vrai que ça apporte une autre satisfaction et j'ai toujours cet esprit collectif. Ouais, c'est super ce que tu partages. Et j'imagine, notamment quand c'est qu'avec des personnes que tu aimes aussi, où tu t'entends bien, c'est ça qui fait la puissance. On Mm. le sait tous, dans un staff, si les entraîneurs, si l'équipe, il y a une osmose, ben les joueurs, comment ils sentent? Enfin, les joueurs, les sportifs, comment ils se sentent? Ils se sentent super bien, tu vois. Bien Et sûr. c'est super inspirant. Moi aussi, j'ai eu la chance d'avoir vraiment des entraîneurs magnifiques. Mais tu as envie de te donner, il y a une belle énergie, ça porte un projet. Je pense que c'est ce qui fait la réussite aussi d'un projet, tu vois. Comme tu dis, ça part d'une idée où tu te dis, ben, peut-être tout est barré, c'est pas le moment, c'est fermé, c'est le bordel, les gens vont pas vouloir venir. Mais finalement, c'est là aussi que les choses se passent. Tu sais, Et j'aime bien utiliser cette expression qui dit que la chance appartient aux audacieux. Pour moi, c'est les gens qui, à un moment donné, ont eu plus de folie que les autres. Et tout à fait. on a tellement peur, on est tellement éduqué dans une société où le droit à l'erreur n'est pas quelque chose d'autorisé,
qu'on en oublie de prendre des risques, tu vois. Et quand tu prends un risque, c'est que là que tu viens de tester et apprendre sur toi. C'est pas quand tu fais des choses que tu sais faire. Donc, prendre un risque, avoir un projet, essayer, eh ben, c'est avoir la chance peut-être de réussir quelque chose de nouveau que personne n'a jamais fait. Et ça, Exactement. c'est quand même hyper porteur. Donc moi, je suis plus que ravi de rencontrer des gens un peu fous dans ma vie. Comme ça, au moins, ça me permet de me dire que je vais pas rester planté sur mes acquis ou j'ai, où j'avais pas envie de rester sur un souvenir de carrière qui était certes positif, mais qui me permettait pas d'entrevoir l'avenir professionnellement, humainement. Hmm. Yes, yes, ça me fait penser un Est-ce peu, que je sais plus ce que c'est. est-ce que je te coupe? Ouais, vas-y, Greg. Greg. Est-ce que tu me vois bien parce qu'il y a tellement peu de lumière chez moi, sinon j'allume le. Ouais, ça va. Moi, je te vois. Moi, ça va, nickel. Ça va, je te vois. Non, j'allume. C'est, Je vais voir. vas-y, vas-y. Je sais pas. Une petite lumière. Si, non, mais après, on te voit. Non, mais si, tu peux la laisser. Nickel, Greg. Mais c'est vrai ce que tu partages. Ça me fait penser, ces jours-ci, je lisais un gars que j'adore de Napoléon Hill, que tu connais peut-être, un gars extraordinaire, un écrivain conférencier américain. Et il dit, si personne n'avait pris de risque, on serait encore avec nos chevaux en train de se déplacer. Mais c'est exactement ça, tu vois. Ouais, C'est la même chose. Et à chaque fois que tu veux faire quelque chose de nouveau, dans tous les cas, même si au passé, t'as fait ci, t'as fait ça, on va te dire, il faut pas faire ci. Bon, et heureusement, il y a des gens aussi qui osent. Et je pense que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est des gens que j'accompagne aussi, c'est souvent des anciens sportifs ou ouais. des sportifs aussi. Ils ont cet état d'esprit de dépassement. Tu le sais, il faut aussi prendre des risques à un moment donné. Il faut aussi essayer des nouvelles choses. Même quand t'es le bassin, mais tu vas essayer un truc. Ouais. Peut-être qu'il va faire la différence. C'est ça aussi. C'est l'audace que, Réinventer constamment. Et je pense que les personnes qui sont en face de nous, quand tu leur parles d'un projet ou quand tu leur dis que tu vas faire telle et telle chose, les personnes qui te disent fais attention, ou alors ah ouais, putain, moi j'aurais pas fait ça, ou putain, c'est chaud ce que tu vas faire, tu sais, ça va être compliqué. En fait, il faut imaginer que ces gens-là te transfèrent leur angoisse dans Mhm. mais ça, ils se mettent pas à ta place, ils se disent pas que toi, tu es capable de le faire. C'est juste qu'eux, ils se projettent dans le fait qu'ils seraient incapables de le faire. Donc, ils te donnent leur avis sans que tu leur demandes. Mais le but, c'est aussi de pas concevoir que ces gens-là ont peur de le faire, c'est de savoir que toi, tu as envie de le faire. Et je pense que cette prise de risque, elle est vraiment porteuse, tu vois, dans beaucoup de choses. En fait, si tu enlèves la notion d'échec ou si tu la transformes plutôt en expérience, bah, tu te détaches un petit peu du risque et de la dangerosité que ça peut avoir. Puisque, tu vois, moi, je pense que on n'est pas ce qu'on fait. On est ce qu'on est. C'est-à-dire que si tu rates quelque chose que tu as fait, ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça veut dire que ce que tu as fait Tout à fait. ne correspond pas à ce que, ou la manière ne correspond pas à ce qu'il faut pour réussir. Le mot nul, pour moi, tu vois, je l'utilise souvent dans mes entretiens. Et j'aime bien la répéter parce que je trouve que c'est très significatif. Quand tu rates quelque chose, ou quand tu ne connais pas quelque chose, tu vas aller à la Fnac et tu vas acheter ton bouquin pour les nuls. Tu vois? Et ben, d'entrée, ça met un impact sur ta valeur. Ça veut dire que si tu achètes ça, c'est que tu es nul. Mais le cerveau, lui, va retenir direct qu'il est nul, en fait. Donc, c'est pas forcément très porteur. Et ça nous empêche Mhm. de prendre des risques, je trouve, au quotidien en disant, ouais, mais si je fais ça, peut-être que ça va être pas bon pour moi, ou peut-être qu'on va me juger, ou peut-être que. Mais si tu es sûr de ton truc, si surtout tu es convaincu que ça peut marcher, alors tu vas avoir une attitude qui va être plutôt positive dans l'engagement de ton projet. Et si ça marche pas, eh ben tu changes. Mais en fait, c'est se détacher de cette notion d'échec, en fait, tu vois, par rapport à nos valeurs. C'est ce que tu as souligné là, c'est très très intéressant et ça rejoint ce que tu avais parlé tout à l'heure aussi. Il y a une étude qui montrait, on a par rapport aux différentes peurs, tu sais que les êtres humains on a peur de mourir, peur d'être malade, peur d'échouer, etc. Finalement, la peur qui faisait le plus peur aux êtres humains, c'était la peur du regard des autres. Tu vois. La peur du regard des autres. C'est ça qui fait le plus peur, tu vois. Et comme tu dis, à un moment donné, il faut aussi se détacher de ça. Et par rapport à ça, pour souligner ce que tu disais, et justement hier, je t'avais un super entrepreneur qui partageait ça, c'est à un moment donné, quand tu as un projet, et moi, j'ai fait aussi ces erreurs-là aussi quand j'étais plus jeune, de vouloir en parler à tout le monde, etc. Mais ces gens ne comprennent pas. Ça veut pas dire qu'ils t'aiment pas, mais c'est que ils ne comprennent pas ce que tu fais. Ils sont pas dans ça. Donc c'est forcément leur réponse, ça va pas venir t'aider. Tu vois. Non, Par contre,
il y a aussi à un moment donné, quand tu as un projet, quand ça implique peut-être du temps, de l'énergie, de l'argent, des personnes, des structures, de se dire, OK, ce projet-là, je vais en parler à des personnes légitimes. Légitimes. C'est-à-dire, on fait un projet, OK, on est des nageurs, on est tous des nageurs accomplis. On peut se parler entre nous parce qu'on sait que les critiques, les retours, ils vont être positifs. Tu Mm. vois? Et c'est exactement ça. C'est comme tu veux changer ton corps. Et si tu demandes au boulanger ou au machin, au charcutier qui fait pas de sport, etc., il va te dire arrête, n'importe quoi. Enfin, moi, ça fait 30 kilos, j'arrive pas à les perdre. Alors que si tu vas voir des sportifs ou des gens qui y sont arrivés, ils vont te conseiller par rapport à toi. C'est Puis, toujours ça, en fait. tu sais, je pense que il y a un truc qu'on tient pas compte aussi. C'est moi, je l'apprends avec l'expérience et c'est difficile à mettre en place. Mais quand tu parles d'un projet à quelqu'un, quand on te demande comment tu vas et que on te dit qu'est-ce que tu fais en ce moment et tout, que tu parles de ton projet, la personne derrière va recevoir l'information et va de suite te donner son avis, alors que tu ne l'avais pas forcément demandé. Tu as juste basé ton truc, tu vois. Mais le problème, nous, des êtres humains, c'est qu'on a tendance à donner notre avis alors qu'on ne nous le demande pas. Et ça, c'est un peu handicapant parce que finalement, en donnant ton avis, tu viens impacter dans la vision de ce que le mec avait en face, tu vois. Si je te dis, ouais, j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de partir sur la Lune, et que tu me dis, ouais, mais bon, c'est chaud quand même. En fait, je t'ai pas demandé ton avis, tu vois. Je t'ai juste dit que j'avais envie. Mais en me disant ça, tu viens juste impacter sur ma croyance. Et ça, le problème, c'est que tant que, si on avait l'habitude de demander aux gens, est-ce que ça t'intéresse de savoir ce que j'en pense, euh, Mm. ça limiterait un petit peu les débats. Et ça limiterait aussi les croyances négatives qu'on est en train de développer quand on sait que le regard des autres a beaucoup d'importance et que les gens te donnent leur avis alors que tu n'as rien demandé, et ben ça peut l'impacter consciemment ou consciemment dans la façon que tu as de faire les choses pour toi. Et nous, on a tendance à le retenir. On a tendance à retenir que, surtout le négatif, tu vois. Ah mince, ça va être chaud, tu vois. Donc, c'est quelque Mm. chose pour lequel j'essaye de faire attention. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'essaie toujours de est-ce que tu veux avoir mon avis ou pas, tu vois. Yes, Je, yes. j'ai des anciens, je pars toujours dans des fois dans des anciennes habitudes, ce qui est normal. Mais c'est vrai que j'essaye de le faire parce que je trouve que voilà, si on peut ne pas trop impacter sur les croyances des gens, c'est cool. Mm. C'est très intéressant. Dans tous les cas, les gens ne nous écoutent pas. Nous, on s'écoute à nous-mêmes. Généralement, à part, voilà, quelques personnes qui ont aussi cette ouverture d'esprit parce qu'ils sont à même de vouloir se développer, développer quelque chose. Euh, mais par rapport à ce que tu dis, c'est pour moi, je pense qu'on ne peut pas faire changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Non? Pourquoi? Tout simplement parce que la personne est accrochée à quelque chose, accrochée à une croyance que ça, entre guillemets, amène des résultats négatifs ou positifs. Si on a cette croyance-là, c'est que ça amène quelque chose chez la personne. Elle voudra pas changer. Non. Et juste pour rebondir par rapport à ton histoire, parce qu'après on va faire le parallèle avec ce que tu fais aujourd'hui. Comment ça s'est passé ta fin de carrière concrètement? Parce que bon, tu as eu quand même une magnifique carrière extraordinaire. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu dis stop? Et ce qui est intéressant, c'est aussi la suite, parce que ben, tu le sais la suite. Hein. Bon, des fois il y a des sportifs qui se sont mis peut-être à l'abri financièrement, etc., qui sont à l'aise. Mais il n'y a pas que l'argent aussi. Il y a aussi ce que je fais de ma vie, de mes journées, tous les jours, etc. Comment toi, tu as fait le parallèle par rapport à tout ça? Après ma carrière, tu veux dire, c'est ça? Comment je suis passé? Ouais, ouais, qu'est-ce J'avoue que... je t'avoue que c'était un questionnement. Après ma carrière, après les Jeux de 2016, j'ai souhaité prendre un peu de temps pour moi. Je vais pas dire une année sabbatique, mais voilà, je me suis mis au chômage et j'ai cherché à changer de vie. Je suis venu m'installer à Bordeaux. Et puis très rapidement, j'ai commencé. Donc j'ai quitté Marseille pour m'installer à Bordeaux. Mon père gérait un club de natation à Talence, ville universitaire à côté de Bordeaux. Et en fait, j'ai commencé à entraîner un petit peu des gamins, puis j'ai commencé à vouloir transmettre un petit peu mes trucs, mais sans trop me mettre de pression parce que je voulais prendre le temps de savoir qu'est-ce que je voulais faire après ma carrière. Tu sais, quand tu vis des moments hyper forts, hyper hauts en termes d'intensité émotionnelle, et que tu retombes dans une vie plus classique, tu vois. Il faut pouvoir l'accepter et la digérer et de se dire que bah, ça sera plus comme avant. Et donc, qu'est-ce qui va être excitant de se lever le matin
et ben, c'était de prendre le temps de le trouver pour moi. Et je ne Mhm. vais pas me lancer dans un projet euh, trop, on va dire, trop compliqué à partir, à essayer dans une entreprise, à essayer d'amener d'expérience et me dire qu'au bout d'un moment, c'est pas mon truc. Donc, je vais vraiment prendre le temps et quand je dis profiter, c'est pour moi, peut-être pour voir les amis, peut-être pour faire des choses que j'avais pas le temps de faire en tant qu'athlète. Et c'est ce que j'ai fait. Après, bon, il y a eu le Covid, voilà, ça a chamboulé pas mal de choses en termes de plans. J'ai eu une envie de reprendre à nager parce que, ben, suite à des problématiques dans ma vie personnelle, j'avais besoin de renouer avec quelque chose qui me tenait à cœur, en tout cas, qui me valorisait. Et la natation me rassurait. Donc, j'ai eu besoin de retourner à nager pendant un an. Et puis, c'était l'occasion avec ce nouveau club Étoile 92 d'amener une sorte de soutien à cette équipe avec ma présence au quotidien en tant que tu vois, grand frère de l'équipe ou ambassadeur de l'équipe. Et c'était cool de pouvoir le vivre Mhm. avec la volonté, tu vois, un peu folle de me dire, bah, tiens, je vais essayer de rentrer dans un relais pour les Jeux de Tokyo à 36 ans et tout. Et puis finalement, 37 ans même l'été dernier. Mais puis finalement, ça s'est pas fait, mais je crois qu'encore une fois, c'était le processus qui m'a fait du bien. Ça m'a sevré par rapport à à ce statut que j'avais et que j'avais du mal à me défaire. Et aujourd'hui, j'arrive vraiment à me définir en tant que non-nageur. Tu vois, même presque quand on me dit Greg Mallet, l'ancien nageur, j'aurais tendance à dire, ben, en fait, Greg Mallet tout court, quoi. Tu vois, ça a été une partie de ma vie, mais Tout à ouais, fait. je préfère dire, ben, je suis prépa mental, je suis hypnothérapeute, mais enfin, je fais ça aujourd'hui, tu vois. Je suis pas je suis plus trop dans le passé, d'autant plus que je remarque que finalement, j'adore repenser au passé, mais même si je revivais aujourd'hui les mêmes choses, ça serait pas vécu avec la même intensité. Donc, je préfère apporter et me sentir utile dans d'autres domaines. Et là, Mhm. d'être parti, du côté un peu psychologie du sport, c'est un truc que j'adore, quoi. Mhm. Excellent. Je me sens, on va pas se mentir, faut se sentir utile dans la vie. Et ben moi, je me sens utile et légitime parce que j'ai été quelqu'un qui a énormément eu besoin de travailler sur lui pour la confiance en soi. Moi, j'étais une chips, tu vois, mentalement. Donc, je craquais pour plein de choses. Et de travailler, en fait, ça m'a permis de prendre confiance en moi sur plein d'aspects. Donc aujourd'hui, je me sens légitime de m'être formé avec des compétences qui me permettent d'accompagner les gens. Mhm. Excellent. Ben, merci à toi, Greg, d'avoir partagé ça, parce que c'est vrai que c'est, c'est sûr, la vie, c'est comme ça, on préfère mettre en avant les success stories, les médailles, ce qui fait rêver, hein. C'est normal, c'est bien. Mais il y a un avant, il y a un après, il y a tous ceux qui sont restés sur le carreau, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'on les a aidés, est-ce qu'on les a préparés? Généralement, c'est non. C'est après aussi, tu le Non, sais, hein, peut-être aussi, il y a plein de sportifs, on n'en parle pas, mais rien que moi, quand j'ai dû arrêter suite à de multiples reprises, blessures, ben il faut un temps, hein, parce que comme tu dis, tu t'es construit, en fait, tu t'es identifié à quelque chose. C'est-à-dire, et c'est ça le plus difficile, arriver à se dire, je ne suis pas ça ou je ne suis pas que ça. Et il y a beaucoup de sportifs. Après, c'est aussi très dur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire quoi? Je vais bosser dans une boîte, je vais bosser à l'usine, je vais faire quoi? Qu'est-ce qui va me donner un sens? Et c'est vrai que c'est très peu parlé par rapport à ce retour après. c'est, moi, je mets un point d'honneur à travailler avec les gens que je travaille, surtout les jeunes sportifs, à développer chez eux la confiance qu'ils ont en eux en tant qu'être humain. En fait, si la personne a envie d'être un guerrier, une guerrière, pourquoi pas? Si la personne a une sensibilité vraiment importante, à quoi ça sert de lui dire de se mettre des gifles avant d'aller concourir si la personne est quelqu'un d'extra sensible, tu vois? Tout à fait. Si t'as besoin si t'as besoin de stresser à outrance pour libérer quelque chose, fais-le. Mais essayez au maximum d'être soi-même pour pouvoir répondre à ses valeurs, à ses besoins et être épanoui en tant qu'homme ou femme
qui va faire que derrière le sportif va lui être épanoui. Et je considère que quand tout ça s'arrête, parce que tu vois, toi tu es dans un sport par exemple où la blessure ou tout ça peut impacter sur la carrière et arrêter net un Tout à parcours. fait. Et donc si t'as pas un équilibre à côté qui arrive à te définir et te dire que ce que tu as fait, bah, c'est une partie de ta vie, mais ce n'est pas toute ta vie, alors tu as une difficulté à rebondir et à vraiment te valoriser sur des choses importantes plus tard. Exactement, exactement. Et c'est vrai que enfin, tu le sais certainement mieux que moi, mais pour moi, même à travers ces 15 ans de rugby que j'ai fait, j'ai eu très, très, très rarement, par quand j'étais très jeune, un ancien qui disait n'oubliez pas. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes des jeunes, vous avez la chance d'être dans un beau club, etc., de porter des beaux maillots, il y a des beaux entraîneurs, mais ce n'est que du sport. Ça peut s'arrêter à tout moment. Tu vois, ça peut s'arrêter à tout moment. Et c'est vrai que c'est pas un message qu'on a l'habitude d'entendre, à part voilà peut-être quand on est arrêté, quand on a arrêté, quand on est sorti du circuit un peu. Alors que tous ces jeunes qui sont là, tu vois, il faut aussi les préparer, comme tu dis, il faut aussi les armer personnellement pour se dire, ben, je vais tout donner dans ça, mais je ne suis pas que ça. C'est bien, il y a les rêves, les projets, on va tout donner. Mais à côté, ben, il y a peut-être un sport-études à côté. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui te donne envie, tu vois, pour Ouais, se structurer et se dire, ce n'est que du sport. C'est bien, je suis sportif, mais c'est pas dire que je suis meilleur que quelqu'un d'autre, etc. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est pas assez présent pour moi, je pense. non, Donc, ce- on se détacher un petit peu du résultat pour être valorisé, donc pour donner une valeur à ce qu'on fait, et qu'on se focalisait plus sur le chemin qu'on parcourt et l'apprentissage qu'on a pour arriver à ce but-là, je pense que quel que soit le résultat, arrêt, blessure, stop de carrière ou réussite, on arrivera à trouver de la confiance en nous. Mais il faudrait changer quelques mœurs et quelques croyances dès le plus jeune âge. Le problème, c'est que, tu sais, on est dans une société aujourd'hui où quand t'es gamin, on te dit si tu veux réussir, faut que t'aies le bac, si tu veux être un élite, faut faire des... hmm, Donc on te met dans une case d'entrée. On te dit s'il n'y a pas d'autre moyen pour être dans l'élite que de faire comme les autres. Et ça, c'est hyper frustrant pour quelqu'un qui n'apprend pas de la même manière, tu vois. Donc, exactement. donc, comment tu veux développer tes traits de personnalité et savoir ce qui est bon pour toi quand depuis que t'es gamin, on te dit bah si tu veux réussir, c'est comme ça. C'est hyper handicapant. Et ça, aujourd'hui, moi, je vais pas dire que je me bats, mais je défends vraiment ces idées de, 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 de laisser s'exprimer au maximum les jeunes dans la limite de, de, de la cohésion sociale, tu vois, du respect d'autrui, mais de laisser un maximum les gens rêver, quoi. Parce que Hmm, euh, tous les objectifs partent de rêves à un moment donné. Si tu rêves pas de ce que tu veux faire, et que tu te dis tout le temps, ouais, mais bon, ça c'est pour les autres, j'y arriverai jamais, ben ouais, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu commences à te focaliser sur comment faire pour y arriver, t'es pas sûr que ça marche, mais par contre, la conviction que tu as va t'amener à faire des choses qui vont te faire apprendre sur toi. Et c'est quand même hyper valorisant, moi, je trouve, de se dire, ouais, j'ai réussi à faire ça, c'est pas passé, ok. Mais quand ça passe, hmm. c'est juste le regard des autres qui nous embête. Par contre, on est quand même content de l'avoir fait, tu vois. Exactement, exactement. Et pour moi, c'est là où se crée la véritable confiance et la fierté. C'est de soi-même quand on prend ses propres décisions, Bien de sûr. se dire, ben, je me lance, etc. C'est... Et justement, je vais te poser cette question par rapport à ça. T'as beaucoup parlé de ça, notamment du regard des autres, ce qu'ils vont nous dire sur les projets, que ça va nous atteindre. Comment toi, personnellement, ou qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui pour justement que ce soit un entrepreneur ou un sportif qui a envie d'atteindre un objectif, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'aider à traverser ça justement, le fait, mais toutes les interférences qui peuvent être négatives. Moi, je pense que le plus gros effort à faire, c'est de se focaliser sur ce qui est gérable par nous à 100%. En fait, ce qui développe la frustration et le manque de confiance, c'est quand il nous arrive des choses qu'on n'a pas pu gérer. Typiquement, dès qu'on met la chance en disant ouais putain j'ai de la chance, ça m'est arrivé, ou alors j'ai pas eu de chance, voilà ça n'a pas tourné en ma faveur. En fait, ça amène plutôt un manque de confiance et une frustration. Par contre, si on commence à se fixer des objectifs qui dépendent à nous de 100%, Hmm. vraiment ça.
Je pense on est apte à pouvoir valider tout ce qu'on fait pour créer de la confiance. Et si ça ne marche pas, de pouvoir changer les choses, puisque ça dépend de nous à 100%. Donc c'est au moins, on a au moins cette capacité-là. Et, euh, et, euh, et je pense qu'un chef d'entreprise ou un sportif, si on lui donnait déjà le résultat en lui disant, OK, si tu fais comme ça va se passer de la bonne manière ou de telle manière, il n'y irait pas. En fait, les plus grosses craintes que les gens ont, c'est en même temps ce qui les excite parce que c'est l'inconnu et le fait de dire qu'ils vont prendre un risque et donc apprendre sur eux. Donc c'est un petit paradoxe qui fait que quand les gens me disent, ouais, j'en ai marre de stresser avant de faire une course ou une réunion ou quoi, je lui dis toujours, ouais, mais c'est pour ça que tu as signé. Parce que si tu savais d'avance comment ça allait se passer, est-ce que tu irais? Ah bah non, bah tu m'étonnes. Hmm. Là, t'as un moment où tu vas apprendre sur toi. C'est quand même cool. Yes. Yes. Et voilà, je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais j'encourage les gens à faire les choses qu'ils peuvent gérer et pas perdre trop de temps avec les choses qu'ils gèrent pas, quoi. Hmm. Top, top. Greg, par rapport aux sportifs, comme toi, tu en accompagnes aussi quotidiennement, si aujourd'hui, de toute ton expérience, parce qu'on a commencé avec ça, on a commencé à parler de la passion, d'aimer vraiment ce que l'on fait, d'arriver à essayer de garder ça. Euh, S'il y a des personnes qui regardent ou qui regarderont cette interview, si tu avais trois conseils que tu aimerais donner, trois conseils pour justement aider des sportifs à performer et au-delà de ça, c'est arriver à prendre de la performance dans ce que l'on, arriver à prendre du plaisir dans ce que l'on fait pour réussir. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Bah, c'est difficile. Trois conseils, ça serait vraiment par rapport à moi, hein, par rapport à mes croyances. Le premier, ça serait, je pense que s'acharner, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, pardon. Quand on croit en quelque chose, si on s'acharne, ça passe à un moment donné. Euh, donc l'acharnement, ça c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Pardon, excuse-moi, jusqu'à quel prix? Acharnement. Jusqu'à ce que ça, tant que ça reste dans nos valeurs humaines, nos propres valeurs. C'est-à-dire que dès que ça sort de notre contexte de valeurs et qui sort de notre identité, là c'est Hmm. non. Ok. Tant que c'est en accord avec nous-mêmes, tant qu'on se sent bien avec ça. Si je sens que je peux me pousser, me pousser, me pousser et que c'est que de moi, c'est ok. C'est ça. Tant que ça correspond vraiment à ses valeurs et à son éducation, ok. Donc déjà un. Le deuxième, euh, si on arrive à faire du travail un plaisir. C'est-à-dire que je n'aime pas les gens qui me disent t'as sacrifié des choses. Parce que pour moi, ça n'a jamais été un sacrifice. Donc tout ce que j'ai fait en termes de travail, ça a été des choses que j'ai choisies. Et donc je pense que le mot travail ne doit pas aller avec le mot contrainte. Le mot travail, c'est juste un mot qui est là pour préciser le temps qu'on met, le temps Hmm. qu'on a pour pouvoir atteindre nos rêves. Que ce soit des rêves financiers, sportifs, ce que tu veux. Mais aller travailler, c'est aller apprendre. Donc forcément, moi, j'y mets pas une notion de contrainte. Donc pour moi, le travail est quelque chose d'important. Une troisième chose, je pense que c'est important de rester un petit peu enfant. Si tu restes un petit peu enfant, si tu gardes cet aspect de toi qui est encore ado ou enfant rêveur, alors tu as une certaine insouciance qui se crée et qui te permet d'aller faire des choses qui seront pas parasitées par tout le monde des adultes. Voilà. Hmm. Excellent ce que tu as partagé. Merci à toi, Greg, pour tes trois conseils. J'adore, c'est simple, Merci. efficace. Merci beaucoup, c'était très, très intéressant. Ce que Cool. tu as partagé, vraiment d'une grande richesse. Moi, j'ai adoré. Une magnifique rencontre, très riche. Dernière petite chose, après je te laisse tranquille. Petite question que je pose toujours à la fin, c'est, Greg, si tu pouvais laisser qu'une seule phrase dans ce monde, un seul message, où il y aurait ton nom, ton prénom, gravé, qu'une seule, qu'est-ce que tu aimerais laisser? C'est compliqué ta phrase parce qu'en fait je prendrais une citation mais elle est pas de moi donc mais si elle doit être gravée à mon nom. Ah, t'aurais dû me prévenir avant là. Je peux pas ça. Euh,
dirais, je dirais que les convictions sont plus fortes que les certitudes. Hmm. Voilà. Pour moi, c'est parlant en fait. Les convictions t'amènent à croire à des choses et c'est lié au rêve. Les certitudes, ça te freine parce que tu sais déjà le résultat. Très puissant. Très Voilà. puissant. Merci à toi, Greg, pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment un plaisir. Ouais. Très intéressant. Merci. Et j'espère que ça t'a plu aussi. En Ouais. tout cas, pour moi, c'était vraiment un honneur. Merci à toutes les personnes qui sont passées par là entre midi et deux. On laissera un replay pour ceux qui se connectent. On partagera aussi sur YouTube ce super message. Les amis, c'était un grand honneur d'être avec Greg, champion d'exception. On laissera, je vais les mettre aussi tes coordonnées. Ouais. Si vous êtes intéressé par la préparation mentale ou quoi que ce soit, allez voir ce que Greg fait. N'hésitez pas à m'envoyer un message, encore une fois, comme je dis toujours, tout le monde est accessible. Quand il y a le respect, la gentillesse, les gens vous répondent, il n'y a aucun problème. Non, mais, Donc, ouais, merci à toi, Greg. Jonathan, parce que c'était très spontané la demande il y a quelques semaines et je suis ravi d'avoir pu participer à tes lives. Et c'est cool, continue là-dessus, on découvre plein de personnes. Mais merci beaucoup, Greg. Merci à toi, c'était un honneur. Et puis, on reste en contact. Au Ouais, plaisir de se rencontrer. Et ça puis, à très vite. Allez, à Ciao, bientôt. ciao, les amis. Belle journée.